Bonjour Arnaud Robinet, vous êtes maire Horizon de Reims et président de Reims Métropole. Édouard Philippe a-t-il changé de numéro ? Édouard Philippe a toujours le même numéro, il est sur le terrain, il le consulte, on se voit assez régulièrement. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Non, allez-y. Il ne participe plus, j'ai l'impression, aux différentes réunions, peut-être à dessein, me direz-vous, au sein de la majorité sortante, pour tenter justement de dénouer ce nœud politique. Écoutez, Édouard Philippe a son agenda. Aujourd'hui, on parle de majorité, il n'y a plus de majorité. Le président a mis fin à la majorité présidentielle avec ce choix de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais je peux vous assurer qu'Édouard Philippe est en contact avec un certain nombre de dirigeants de formations politiques. Il l'a dit, il l'a annoncé, notamment le 9 juillet dernier. Il souhaite une coalition de la droite et du centre à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez présenter un ou une candidate face à Yaël Braun-Pivet au perchoir demain ? Moi, je pense qu'il était préférable pour Horizon, qui est un certain jeune parti, mais qui a un certain nombre de parlementaires, de sénateurs, de présenter un candidat, notamment au moment du premier tour, pour montrer qu'on existe et que Horizon est un parti politique de droite qui compte. Naïma Mouchou, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale sous la précédente législature, ce sera votre candidate ? En tout cas, je l'espère. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale sous l'ancienne législature. Vous l'espérez ou c'est acté ? Non, c'est pas encore forcément acté. C'est bien sûr le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, Laurent Marcangeli, qui en aura le choix et qui prendra la décision avec ses collègues députés. Mais ce serait une bonne candidate, en tout cas, pour Horizon. Arnaud Robinet, vous êtes toujours sur CNews et Europe 1. Une autre question, les présidents des groupes du Nouveau Front Populaire ont invité dans une lettre hier, vous l'avez peut-être lu, les autres présidents de groupe à l'Assemblée nationale à participer à une rencontre, je les cite, afin de mettre en place un barrage républicain à l'Assemblée nationale pour empêcher le Rassemblement national d'accéder à ces différents postes clés qui seront décidés à la fin du week-end. Ne tombons pas, encore une fois, dans les pièges de la France insoumise. Je rappelle que le Rassemblement national a rassemblé quasi 11 millions d'électeurs. Donc cela vous choque, cette lettre ? Bien sûr que ça me choque, ça va à l'encontre, je dirais, du fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est antidémocratique. On n'a pas mis un pistolet sur la tempe aux Français pour qu'ils votent pour le Rassemblement national. Démocratiquement, les députés ont été élus. Le Rassemblement national a toute légitimité, je le dis clairement, à être représenté au sein des instances de l'Assemblée nationale, comme tout autre parti et formation politique. Ils veulent justement avoir la présidence de la Commission des finances. C'est tout à fait normal en tant que premier parti d'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Après, moi je ne sais pas, n'étant pas parlementaire, n'étant pas, je dirais, dans les arcanes de l'Assemblée nationale, je ne sais pas quelle commission pourra avoir le Rassemblement national. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je trouve choquant cette lettre de la France insoumise appelant les formations politiques à faire barrage au Rassemblement national, au sein de l'Assemblée nationale. C'est antidémocratique. Arnaud Robinet, hier, le président de la République a accepté la démission du gouvernement. Ce dernier gérera les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre. Cela pourrait durer des semaines. C'est inédit sous la 5e. Est-ce que cela vous inquiète également ? Alors, dans la période dans laquelle nous vivons, cela ne m'inquiète pas. Je trouve ça une forme de stabilité. Certes, les JO vont commencer. Il y a d'avoir des ministres sans réel pouvoir sur leur administration ? Là, si c'est une période temporaire de quelques semaines, ça permet d'avoir une forme de stabilité avant que... C'est assez long, quelques semaines. Oui, mais quelques semaines. En tout cas, moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que ce soit un argument pour ne pas nommer un autre gouvernement. On en a qu'on appelle un gouvernement démissionnaire, des ministres qui gèrent le quotidien. C'est une étape transitoire, elle est forcément nécessaire, mais ça ne doit pas être un argument pour ne pas nommer un nouveau gouvernement. Il faut que les choses s'activent et que chacun prenne ses responsabilités. Est-ce que, justement, aujourd'hui, pour débloquer la situation, vous pouvez nous affirmer sur CNews et Europe 1 que vous appelez à une coalition large de la droite et du centre ? Qui exactement ? Vous savez, moi je lance un appel au nom des élus locaux et des maires de la droite et du centre. J'ai pu échanger avec un grand nombre de mes collègues ces derniers jours. Qui ? Le maire de Nice, le maire de Toulouse, à titre d'exemple, et nous appelons les formations politiques de la droite et du centre à prendre leurs responsabilités. C'est un moment inédit, nous faisons face à de nombreux défis. Il faut qu'une partie de Renaissance, qu'Horizon, le MoDem, l'UDI et les Républicains puissent travailler ensemble et s'unir pour proposer une majorité relative à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a un moment, il faut mettre ses égos de côté. Je crois que là, c'est vraiment l'avenir de la France qui est en jeu. Et quand on se dit homme d'État et qu'on a des ambitions présidentielles, je crois qu'il faut prendre ses responsabilités dans tel moment. Donc, lorsque je vous écoute, nous comprenons que vous ne souhaitez pas gouverner avec des membres du Nouveau Front Populaire, que ce soit des membres potentiellement du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts ou encore du PC. Ils ont été très clairs.
Ils sont membres du Front populaire, même si ce Front populaire a été une arnaque présentée aux Français. Une arnaque ? Bien évidemment, on voit ce qui se passe aujourd'hui, ils sont incapables de se mettre d'accord. Et d'ailleurs, les Français, de par leur vote, ont montré qu'ils ne voulaient pas du Front populaire. L'Assemblée, elle est à droite. Le Front populaire, LFI, c'est plus d'impôts, c'est plus d'insécurité, c'est plus d'immigration. Bref, les Français n'en veulent pas. L'Assemblée, elle est à droite. C'est un gouvernement de droite, rassemblant les centristes et la droite modérée, qui doit bien évidemment avoir cette majorité, certes relative, mais cette majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe à gauche, justement, ça montre, selon vous, leur incapacité à gouverner ? Bien évidemment. Enfin, je veux dire, comment le Parti socialiste a pu tomber dans le piège de la France insoumise ? C'est un véritable piège qui leur a été tendu. Quand on parle... Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a été le premier à s'exprimer au soir du second tour des législatives. Ça a été un symbole, ça a été un signe, montrant que LFI faisait fi de ses partenaires du Front populaire. Donc oui, c'est une véritable arnaque qui a été présentée aux Français. Et les Français, aujourd'hui, en voient la véritable image. Et je rappelle que si LFI a 75-79 députés à l'Assemblée nationale, ils le doivent à ce fameux front républicain qui avait été appelé par le président de la République et le Premier ministre. Une petite dernière question sur CNews Europe 1, sur cette coalition que vous appelez de vos voeux ce matin. Comment estimez-vous que cette coalition va pouvoir naître, entre guillemets, dans les prochains jours, alors qu'il n'y a pas pu avoir ces dernières années de coalition avec les Républicains ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'il n'est pas possible de donner les clés du pouvoir et les clés de Matignon à la gauche, et notamment à la France insoumise et à ses partenaires. C'est parce que vous êtes au pied du mur, finalement, ce matin. Je pense que oui, on est au pied du mur, il faut le dire. Et d'ailleurs, la France est au pied du mur dans de nombreux domaines. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et moi, j'appelle Laurent Wauquiez, j'appelle bien évidemment François Bayrou, j'appelle également l'ensemble des députés de la droite et du centre à prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, j'appelle chaque maire de France à aller voir son député pour lui dire et lui faire part de ses exigences, de nos exigences, en disant aujourd'hui, la situation est grave. Nous, en tant qu'élus locaux qui sommes en contact direct avec la population, qui connaissons les attentes des Français, nous vous demandons de prendre vos responsabilités et d'aller vers une coalition de la droite et du centre. On parlait d'une France au pied du mur. Notre pays devrait officiellement se retrouver sous le coup d'une procédure européenne pour déficit excessif. Alors je rappelle, notre pays est endetté à plus de 3 000 milliards d'euros. Est-ce que cela, encore une fois, vous inquiète ? Faut-il instaurer en France une rigueur budgétaire ? Bien évidemment, on ne peut pas continuer comme ça. Alors certes, il y a eu le... C'est impopulaire. Certes, impopulaire, il faut l'assumer. Mais il faut totalement l'assumer. Encore une fois, c'est prendre ses responsabilités, dire la vérité aux Français, revoir un certain nombre de politiques qui ont été menées depuis des dernières années. Je pense notamment à la politique sociale en France. Je rappelle que le système date de 1945, il n'a jamais été revu. La société a évolué, vieillissement de la population. Il y a des choses à revoir, mais il est clair qu'il va falloir prendre des mesures si nous voulons pouvoir répondre aux défis de demain. Et à un moment, il va falloir prendre des options, c'est-à-dire faire des choix. Et faire des choix, c'est aussi renoncer. C'est-à-dire prendre des mesures. Lorsque l'on regarde, la France est championne d'Europe de la pression fiscale. Faut-il augmenter les impôts ou au contraire réduire les aides sociales qui nous coûtent peut-être, comme dirait l'autre, un pognon de dingue ? Mais moi je pense qu'il faut revoir la politique sociale et réduire un certain nombre d'aides sociales. Et il y a un travail... Donc pas d'augmentation d'impôts, réduction des aides sociales. Pas d'augmentation d'impôts. Vous savez, encore hier, j'étais avec des chefs d'entreprise dans ma ville à Reims, des chefs d'entreprise de PME. On me parle de quoi ? Des charges, des charges et des charges. Eux, ils ne souhaitent qu'à embaucher, ils ne souhaitent qu'à créer de la richesse sur leur territoire. Aujourd'hui, ils sont asphyxiés par les charges, comme l'ensemble des Français. Donc, pas question d'augmentation d'impôts, mais il faut derrière faire des économies dans le fonctionnement, et notamment dans la politique sociale en France, qui est extrêmement généreuse. Vous pensez à quoi précisément ? Les APL, d'autres aides sociales ? Non, pas les APL. Vous savez, il y a un moment, aide sociale, oui, mais je pense que, par exemple, la réforme du chômage, ça a été une erreur du Premier ministre d'annoncer le fait que le décret ne serait pas signé. C'était attendu par les forces vives du territoire. Ça a même été promis par Gabriel. Ça a même été promis. Il y a eu un gros travail fait par Catherine Vautrin sur le sujet. Je pense qu'il faut reprendre cette réforme le plus vite possible. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne l'ai pas évoqué au début de cet entretien sur CNews Europe 1, mais vous êtes à la tête de la Fédération hospitalière également de France. Lundi, un militaire de l'opération Sentinelle, on en a beaucoup parlé, a été agressé au couteau. L'assaillant a été interpellé. Il est aujourd'hui interné en soins psychiatriques et il avait déjà été interné après un meurtre commis en 2018.
Que faut-il faire avec ces profils? Et est-ce que, on le dit assez régulièrement, la psychiatrie dans notre pays est le parent pauvre? Est-ce qu'il faut augmenter les moyens alloués à la psychiatrie? La Fédération hospitalière de France alerte depuis plusieurs années sur la situation de la psychiatrie en France. Manque de moyens, manque de personnel et donc une difficulté en termes de ressources humaines. Nous avons fait un certain nombre de propositions que nous avons remis à la ministre de la Santé et au ministre délégué sur une évolution de la psychiatrie en France. Mais vous savez, ce qui s'est passé à la gare de l'Est me rappelle malheureusement ce qui s'est passé à Reims il y a un peu plus d'un an au CHU de Reims avec une personne, pareil, qui était suivie d'un point de vue psychiatrique et qui malheureusement a commis un acte inéluctable en tuant une jeune infirmière à Reims. Et cette personne ne sera pas jugée parce qu'elle a été considérée comme irresponsable. Et moi, je me mets à la place de la famille que j'ai reçue, qui n'arrive pas à faire le deuil du départ de leur jeune maman ou de sa jeune épouse, parce qu'il n'y aura pas de jugement. Il faut revoir, en tout cas en profondeur, la politique psychiatrique en France et les responsabilités des actes commis par ces personnes, par ces malades. Il faudrait modifier notre politique pénale, c'est ce que je semble comprendre. Oui, moi je pense qu'il faut la modifier. On ne peut pas aujourd'hui accepter que des personnes soient dans la rue, du fait par des suivis qui ne se font pas également parce que par manque de moyens. Je ne remets pas en cause le travail qui est fait aussi bien par les infirmiers, par les psychiatres, qui font avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Mais là, il y a une vraie politique en termes de santé mentale à mener en France. Il faut certes des moyens, mais pas uniquement. C'est aussi une réorganisation de l'ensemble de la filière sur le territoire français. Jusqu'à samedi, un vaste mouvement de contestation contre les méga-bassines est organisé à Sainte-Soline et aux alentours. Les renseignements disent dans une note interne craindre des troubles violents. Est-ce que vous craignez également la répétition des scénarios d'octobre 2022, de mars 2023, où il y a eu des affrontements importants entre ces manifestants et notamment des forces de l'ordre, des policiers et des gendarmes? Que faire face à ces individus qui tentent justement de camper sur ces différents projets pour tenter d'éviter qu'ils n'aillent jusqu'au bout? La répression, rien que la répression, le respect du droit français. Bien sûr qu'on redoute tous des actes de violence extrême samedi prochain. Ces éco-terroristes doivent être... Vous reprenez le terme de Gérald Darmanin? Bien évidemment. Enfin, ce ne sont pas des écologistes, ce sont des éco-terroristes. Ils doivent être arrêtés, appréhendés et jugés. Et j'espère une chose, c'est qu'on n'en trouvera pas certains élus nationaux, représentants de la République, à ce type de manifestation. Je rappelle que Mme Tondelier et qu'un certain nombre de parlementaires LFI étaient présents il y a plusieurs mois aux côtés de ces éco-terroristes. Est-ce que justement la position de ces élus ne participe pas à la légitimation vis-à-vis d'une partie de la population de ce type d'événements, de ces violences vis-à-vis des forces de l'ordre? Quand on regarde les propos tenus par des parlementaires ou des responsables de la France insoumise... Lesquels? Jean-Luc Mélenchon, la police tue? Mélenchon, Boyard et un certain autre, M. Bompard, etc. Bien évidemment qu'ils participent à cette montée de violence en France et à ces actes terroristes. Est-ce que vous regrettez que lorsque Édouard Philippe, justement, on en parlait au tout début de cet entretien sur CNews et Europe 1, était en poste à Matignon, le Conseil constitutionnel ait censuré à l'époque l'interdiction administrative de manifester prévue dans la loi anti-casseurs? Oui. Qui pourrait permettre justement potentiellement d'éviter ce type d'action. Bien sûr, il y a un moment, il faut aussi... De manière préventive. Il faut aussi prévenir, et c'est dommage que cela n'ait pas été retenu, bien évidemment. Concernant Édouard Philippe, est-ce qu'il prépare 2027, la présidentielle? Mais en tout cas, nous sommes à ses côtés pour préparer cette échéance. Nous travaillons de façon, en profondeur avec l'ensemble des équipes sur un programme, beaucoup de déplacements sur le terrain pour justement aussi sentir ce que ressentent les Français. Enfin, nous le savons au vu du résultat des élections. Et puis derrière, c'est aussi un maillage territorial. Parce que vous savez, ce qui fait aujourd'hui la force politique en France, ce sont aussi les élus locaux, les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. Il y a un maillage territorial qui est à faire, qui est à renforcer. Horizon est le parti des élus locaux, c'est le parti des citoyens, et bien évidemment que l'on se prépare pour 2027. Donc il est candidat officiellement? Il ne l'a pas dit, il le dira le moment venu en tout cas, mais en tout cas il veut mettre son énergie au service de la France. En tout cas, il est prêt, ou il le sera en tout cas prochainement. Vous serez à ses côtés. Est-ce que s'il est élu, alors c'est peut-être de la politique fiction, vous pourriez devenir son Premier ministre? Non, vous savez, moi je suis maire de Reims et président du Grand Reims. Aujourd'hui, moi je ne rentre pas dans la politique fiction. Ce qui m'importe, c'est mon territoire, c'est l'avenir de la France. Et je pense que Édouard Philippe est l'homme d'État qui est nécessaire à la France, qui saura remettre de l'ordre dans la rue et de l'ordre dans les comptes.
Vous nous dites non, on pourra ressortir l'archive dans 3 ans? Ressortons l'archive dans 3 ans. Merci beaucoup Arnaud Robinet. Je rappelle, vous êtes maire Horizon de Reims et président de Reims Métropole. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1.